Ah merde. C'est bien ça. Ouais. Bah, vas-y, filme-toi aussi si tu veux. Mais en fait, l'écran marche plus, il faut regarder dans le trou. Dans le trou. Ah oui, oui, tu veux dire on voit plus. Ouais, et puis on peut pas... Donc ça fait 20 ans qu'on s'est pas vu, mon Lionel. Ouais. 1994. Non, parce que je t'ai dit, je suis passé à ton atelier à Barbès. Et t'avais oublié le chien perdu, alors. Tu l'avais perdu, le chien perdu. Non, j'ai pas oublié le chien perdu. Pourquoi tu dis ça? Ben, je sais pas. Je voyais tu passais à la télé. Ah, tu veux dire, tu me suivais comme ça, ouais. Suivi, par virtuellement. virtuellement, ouais. Je tremble, hein, Et aussi. je passais devant chez toi, moi je tremble aussi. Je passais devant chez toi souvent, et puis je me disais, bon, je vais pas l'emmerder. Et donc, tu sais que on se retrouve 20 ans plus tard, donc à Maison Blanche Bichat 18e, Maison Blanche 18e, où je suis ici car j'étais dans une grave dépression et le professeur Le Joyeux vient de me sortir d'affaires. Il s'appelle Le Joyeux. Ouais, il s'appelle Le Joyeux. Et si tu veux, il a T'as même un without deviation from the norm, progress is not possible. Et donc, Alain Bachung, putain, vertige de la vie. J'habitais à côté de Cunéo, tu sais. I dream my painting and then I paint my dream. Ne me raconte pas ce qu'ils t'ont dit à mon sujet, explique-moi plutôt pourquoi ils sont si à l'aise pour en parler avec toi. Kiss, play slowly, hard, forgive quickly. Kiss, play slowly, hard, forgive quickly, take chances, give everything and have no regrets. Je peins parce que c'est ça qui me sépare de la mort. Do it with patience or not at all. My brain is my gun. Tomber est permis, se relever est ordonné. When you have more than you need, build a longer table, not a higher fences. If whatever happens, remember, I did, I do, and I will love you. Sans vous, rien ne se fera. Sans toi, je boite. Do you have a new planet to move to? Vivre, c'est danser. J'aimerais mourir à bout de souffle à la fin d'une danse ou d'un refrain. Having a soft heart in a cruel world is courage, not weakness. Nobody really cares if you don't go to the party. Aspire, comment tu le dis en anglais? Aspire. Aspire to inspire before you expire. Aspire. Ah, tu crois avec le i comme ça? Ouais, non, le i c'est un e en anglais. Ouais, je sais, mais justement. I love when you walk. Look into 5 different directions. Look straight, because you have to look forward. Look back, because you have to remember where you're coming from. Look to the side, to see who are the people that are going to be next to you, if you need them. Look down to make sure you don't step on anyone, and look up, because you have to remember that someone protects us. This is maybe what my life is all about. I'm not a perfect person. I make a lot of mistakes, but I really appreciate those people who stay with me after knowing who I really am. Live free or dead or something. Die. Or die, oui, live, free, or die, or something. Donc c'est aspire to inspire before you expire. Be the person your dog thinks you are. Pour la première fois de ma vie, dit la jeune fille, je décide de t'appartenir.
Je suis la plus grande arme, car j'ai de l'espoir. Je crois que ça y est, tu l'as en boîte, mon... Catastrophe prématurée. Souvenez-vous, Seigneur, que ma vie n'est qu'un souffle de vent. Et donc je dirais que je t'aime, Maison Blanche. Et liberté, liberté, j'écris ton nom. Lionel, je suis ravi. Voilà, c'était ma chambre de Maison Blanche. On est en décembre. Le 1er décembre, c'était la journée mondiale du sida. Ouais. Et puis pour finir, parce que sans ça, personne ne me reconnaît. Et ça serait moche. Je suis l'apiculteur, le Lost Dog Breeder. Je suis A-U-R-E-L-E. Merci. Super. À toi, Non, non, c'est bon, tout est fait. Alors, tu veux que je te lise Alors, ça va te plaire. Ça va te plaire, mais bon, il faut que je retrouve pour ça te plaire. Qu'est-ce que c'est pour moi? Bon, je suis obligé de faire comme les vieux maintenant. T'as un bon son ou pas? Ouais. Alors. Attends, je me rapproche. Alors me revoilà. Sur scène. Donc là, on est. C'était une semaine avant le 1er décembre, la journée mondiale du sida, donc on était le 23 novembre. Ouais. Alors me revoilà sur scène. Et c'était un concert où il y a quand même eu comme guest, grâce à Marie-Agnès Gillot, Marianne Faithfull et les Sœurs Labec. J'ai vu sur Facebook. Et alors me revoilà sur scène presque un an, jour pour jour, et tellement de choses se sont passées durant cette année. Mon ami Jean Cabu est mort le 7 janvier, et des amis d'amis sont morts dans les attentats du vendredi 13. Je viens d'avoir 52 ans, dont 30 ans de sida l'année prochaine. Et si je suis avec vous ce soir, c'est parce que j'ai bénéficié d'une permission de sortie du service de psychiatrie de Maison Blanche, où je suis hospitalisé pour dépression. 30 ans de combat pour finir dépressif sur un lit d'hôpital. La vie est une blague. Ce que je sens, c'est un immense découragement, une sensation d'isolement insupportable, une peur perpétuelle d'un malheur vague, une défiance complète de mes forces, une absence totale de désir, une impossibilité de trouver un amusement quelconque. Je souffre de mélancolie. Tu sais ce que c'est la mélancolie? Tu as déjà vu une éclipse? Eh bien c'est ça. La lune qui se glisse devant le cœur et le cœur qui ne donne plus sa lumière. La nuit en plein jour. En l'absence de tout espoir, nous devons néanmoins continuer à lutter pour survivre. Et de fait, nous survivons de justesse. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis artiste, plutôt sculpteur, et mon travail récurrent parle d'un chien perdu. Ce chien perdu, c'est vous, c'est moi, et c'est surtout les générations futures. Et l'idée qu'on leur laisse un monde pourri, dont ils ne pourront rien faire, est pessimiste, écœurante. Elle empêche toute forme de créativité et d'initiative, et c'est pour cette raison que j'ai inventé cette histoire du chien perdu. C'est ma façon de résister. Aujourd'hui, alors, tout le monde se sent perdu. Et c'est pour cela que je suis de nouveau devant vous pour vous raconter mon parcours et vous relire, à la demande de Jacques, mon discours de l'année dernière. Alors je le recommence, comme il y a un an. Car ma seule lueur dans ces ténèbres, c'est mon engagement ce soir, ici et maintenant, pour Ricard. Merci Jacques. Voilà comment ce témoignage doit commencer, parce que si ma vie est comme ça aujourd'hui, c'est un peu grâce à toi, mon ami. En 1987, Andy Warhol meurt et j'apprends que je suis séropositif. C'est grâce à une très belle fille, appelons-la A. Elle est mannequin, actrice, chanteuse à la mode dans les années 80. Et c'est elle qui me l'a refilé pendant 2 ans avant de me taper sur l'épaule en me conseillant d'aller faire un test de dépistage pour voir si elle avait fait du bon travail. Je me rappelle être allé un soir chercher les résultats au laboratoire d'analyse de la place Clichy. On me tend l'enveloppe, je l'ouvre, merci, au revoir. Je suis seul dans la rue, il fait noir, il fait froid, c'est l'hiver et putain, je suis plombé.
Le cancer lié, la maladie des PD, comme on disait, pauvres jeunes cons que nous étions. C'était d'autant plus con que cette grande perche dont j'étais éperdument amoureux a été la quintessence de mon absolu féminin. Ça m'a calmé sérieusement sur les blondes aux yeux bleus qui me dépassent d'une tête. Car le soir même, quand je lui ai conseillé d'aller à son tour faire un test, elle me répondit tout de go. Je veux pas savoir, peu importe si je l'ai, je veux pas le savoir. Et ces paroles ont résonné tout de suite dans ma tête. Il flottait dans l'air comme un parfum de mensonge. Je l'aimais, mais quelque chose s'était définitivement brisé entre nous dans cet instant. Je l'ai quitté peu de temps après. J'ai toujours eu des doutes sur sa sincérité. Mais je n'ai rien dit pendant presque 20 ans, malgré le sentiment très fort qu'elle savait et qu'elle avait toujours su. La vie est curieuse, car au fil des années qui ont suivi, je suis devenu très proche de son premier mari, appelons-le O, qui était artiste comme moi, et dont j'avais un peu élevé l'enfant de 2 ans quand elle l'avait quitté pour me rejoindre au milieu des années 80. Quand je repense à cette époque, il faut quand même le faire, jour après jour, faire mourir son amour. Mais quelle belle preuve d'amour. Pour ma part, depuis la découverte de ma séropositivité, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais transmettre à autrui ce putain de virus. J'ai donc consciencieusement pris soin de capoter mon bolide à une époque où c'était suspect, et même, je peux le dire, anormal de sortir couvert. En 1988, Jean-Michel Basquiat meurt, et je suis suivi par Willy Rosenbaum, qui, lors de mon premier rendez-vous, me fout un doigt dans le cul. Devant mon étonnement, il s'étonne à son tour de me découvrir hétéro. Je change de médecin. En 1989, je vis avec moins de 50 T4 et on enterre à l'appel. On me propose de la ZT, mais je refuserai d'en prendre car le premier jour de traitement, je pose le flacon sur mon lave-vaisselle miel tout neuf qui prend feu instantanément. Ma première prise, son premier service, j'y vois un signe du ciel. En 1990, Kissaring meurt. Il me reste 7 T4 et on ne me donne pas beaucoup d'espoir. En 1991, j'ai un atelier à l'hôpital éphémère et je pense sincèrement n'en sortir que les pieds devant. En 1994, j'ai ma première rétrospective dans un musée et quand je passe au cercle de minuit, Michel Field me trouve bien maigre. Je pense bien sûr que cette expo est la dernière, comme un enterrement de première classe. Par un hasard de la vie, je suis suivi à l'hôpital d'Agen par les militaires. Et mon professeur de l'époque me fait très peur en me disant qu'il ne sait pas s'il me reste 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Nous sommes en 1996 et je décide de partir mourir en Inde, loin de ma grand-mère, avec ma chérie de l'époque. Comme un effet boomerang à son diagnostic, mon professeur meurt à Biarritz d'une hydrocution le même été. En 1997, je rencontre Jacques Lebovitch, qui me convainc avec beaucoup de difficultés d'essayer les premières trithérapies. Mon état s'améliore, mes T4 remontent doucement. En 2005, je rencontre mon amour d'Ilona, et mes T4 remontent en flèche. Si bien qu'au moment de faire des enfants, nous prendrons avec l'aval du docteur la décision d'essayer naturellement pour la première fois. Depuis plus de 20 ans, je fais l'amour sans préservatif. Sans préservatif. Mon angoisse est à son comble. Nous décidons de fenêtre de tir, si j'ose dire. Un peu plus d'1 mois après la première fois sans capote, nous sommes à Shanghai et ma femme se couvre de taches rouges un peu comme un dalmatien. Des grosses plaques rouges gonflées, épaisses, volumineuses envahissent son corps. Je pense tout de suite aux effets d'une primo-infection et je garde le silence pour ne pas l'inquiéter plus. C'est la nuit et en attendant le jour, je rampe à genoux sur le sol en priant Dieu de l'épargner. Mon éducation chez les jésuites remonte en flèche. Je n'ai pas eu de crise mystique de cet ordre depuis mon enfance. L'injustice est trop flagrante et je ne peux m'y résoudre. Pourquoi elle, Dieu? Mon Dieu, épargne-la. Pourquoi elle? C'est moi qui ai le sida depuis si longtemps, pas elle. C'est moi le responsable. Donne-moi la maladie, mais sauve-la par pitié. Sauve-la. Au matin, mes genoux sont en sang à force d'avoir prié, en implorant le très grand sur la moquette synthétique de la chambre d'hôtel. Le lendemain, nous sommes aux urgences. Et en Chine, le premier soin, c'est de te mettre sous perfusion de cortisone. Rien n'y fait. Pendant 2 jours, aucune amélioration. Les symptômes sont toujours là. Je décide de changer d'hôtel et je prends une suite avec vue sur la ville dans un 5 étoiles. Le miracle est immédiat. Le lendemain, les plaques ont disparu. Et c'était juste le désinfectant utilisé pour laver le linge dans le premier hôtel qui avait créé cette réaction sur son épiderme sensible. Je me rappelle encore le rire de Jacques quand je lui ai fait part de cette expérience mystique et de sa certitude sur mon incapacité à lui transmettre le virus au vu des résultats de mes dernières analyses. Il nous a fallu du temps et un peu de courage
pour retenter l'expérience. Malgré tout, ma fille Neva est née en 2010 et mon fils Harry en 2011. Ce sont des enfants ICAR. Ils sont séronégatifs, tout comme ma femme. Je suis le patient zéro du protocole ICAR. Et j'ai même été jusqu'à ne prendre qu'une seule fois par semaine ma trithérapie et le virus était 2 mois après toujours au tapis. Mais comme Jacques sait que je baisse depuis sans capote et à bride rabattu, il a flippé et je suis de nouveau à 2 jours par semaine et d'ailleurs sans aucun problème particulier à signaler. Mon virus est indétectable et je ne peux plus le transmettre à quiconque. Pour vous remonter le moral, si vous trouvez le récit de mon expérience trop dur, dans La malédiction du chat hongrois, le célèbre thérapeute Irvin Yalom met en scène des patients atteints d'un cancer en phase terminale. Pour certains d'entre eux, la confrontation directe avec la mort a paradoxalement des effets psychologiques salutaires. Elle permet d'acquérir une sensation de maîtrise de soi, facilite la communication avec les êtres chers et nous fait pleinement apprécier les plaisirs les plus élémentaires. Même si les capacités cognitives et affectives des patients restent inchangées, ils se sentent plus vivants que jamais. Ce choc et cette recherche urgente du bonheur ont été observés dans la société new-yorkaise peu après les événements du 11 septembre 2001. Et je pense que le même phénomène est en train de se produire ici, aujourd'hui, à Paris, après les attentats du 13 novembre. Alors pourquoi attendre d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête pour adopter cet état d'esprit? Faut-il que le vent tourne pour se rappeler que l'on est mortel? Antoine de Saint-Exupéry, la veille de sa mort, le 30 juillet 1944, écrivait « Mais si je rentre vivant de ce job nécessaire et ingrat, il ne se posera pour moi qu'un problème. Que peut-on, que faut-il dire aux hommes ?» Alors aujourd'hui, j'ai envie de finir ce discours en vous disant ceci. Avec ICAR, nous sommes des co-inventeurs de solutions. Nous n'attendons pas la permission des politiques. Nous agissons directement. Notre défi, c'est de rassembler ces expériences, de les mettre sous le nez des politiques en leur disant « Qu'est-ce que vous attendez pour passer à une autre échelle ?» Nous étions 100 Icariens l'année dernière. Nous sommes 200 cette année. Nous devrions être 100 000 ou des millions. Qu'attends-tu pour te révolter ? Vous voyez le mur, nous aussi. Vous entendez le silence, nous aussi. Vous avez les boules, nous aussi. Vous êtes dans l'expectative, nous aussi. Vous êtes perdus, nous aussi. C'est pour ça que nous nous retrouvons ce soir pour en parler, échanger, créer des contacts, des ponts, des liens, des réseaux, des expériences, des résistances. Nous vaincrons car nous étions les plus faibles. Le désespoir est une insulte à l'avenir et n'oublions pas le mot d'ordre d'Icare. Si c'est moins, c'est bien. Si c'est moins, c'est mieux. Et le protocole ICAR, si tu le veux, tu peux. Merci à vous tous et toutes d'être là ce soir. Tonnerre d'applaudissements. Bravo. C'était chez Jean-Paul Gaultier. Ouais, j'ai vu ça sur C'était plein. Après, il y avait Marianne Faithfull. Après, il y avait Sor Ladec. Leibovitch faisait son speech. Jacques Weber a lu le texte, tu sais, du New York Times, là, Paris. On peut voir des filles en jupe courte. Tu l'as lu ce texte magnifique qu'ils ont fait, les Américains? Voilà, bon, t'as tout, et surtout t'as tout pour archiver plus les archives de Lionel Soucaz, mon ami de 30 ans, qui, le premier jour de notre rencontre, me regarde avec ses yeux de chien battu et me dit « Ce n'est pas toi qui vas m'enculer ce soir ?» Et je lui dis « Ah bah non, Lionel, je suis hétéro. » Et tu te rappelles de ça? En fait, tu voudrais la chambre à l'année, quoi. Ah ouais. Et comment il s'appelle Ah bah tu refumes. Ouais. Mais j'ai ouvert un poil la fenêtre pour pas se suicider, là, et puis regarde ce que je peux faire, parce que ça, j'aime bien. Bon, faut pas trop que tu trembles. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois pas que je monte? Ah, tu montes là? Attends, non, je vois pas. Comme ça, je vois le soleil. Ah ouais. Et Ah ouais, je vois la rue. Donc quand je monte le lit au maximum, si tu veux, j'ai même pas besoin de bouger. Tu vois la rue, là, comme ça. Et il y a des chambres au-dessus? Il y a 7 étages de fous. Il y a les plus fous qui sont pas sortis, qui sont dangereux, ouais. C'est le 7e étage. Ceux qui ont ripé, c'est le 6e. Le 2e. Là t'es dans. Il y a 20 chambres, ouais. Perso, tu vois, comme celle-ci, à peu près sur le même modèle, sauf que moi j'ai la plus grande salle de bain qui est. Ouais, elle est belle. Ouais. Ouais, elle est belle. Et les autres, elle est un peu plus petite. Mais
il y en a 20 à cet étage, et surtout les gens qui sont ici à 80%, c'est des alcooliques, c'est pas, tu vois, c'est pas des dépressifs comme moi. Il y a 20% de dépressifs et 80% d'alcoolos. Mais bon, je rigole bien, et le professeur Le Joyeux a dit, devant, là ils arrivent une fois par semaine, donc t'as 25 personnes dans ta fiole, tout est bourré, toi t'as juste la place, t'es sur ton lit, tu bouges pas, lui il est là, là t'as le staff, et là-bas il y a les étudiants derrière. Là le mec il est haut comme Napoléon, tu vois, il est vraiment pas très grand, et là il dit comme ça, eh bien voilà, un cas d'école d'hypomane. Bon, bah d'accord, ok, puis là tout le monde se barre, il est resté 20 minutes, il a lu tous les trucs, il traduisait pour ceux qui parlaient pas anglais, les textes en anglais, il a demandé quel était le truc sur le chien perdu et tout ça, donc je lui ai expliqué que le chien je m'en foutais, que ce qui m'intéressait c'est qu'il soit perdu, qu'il était sur la perte, et là, donc ça repart dans l'autre sens, donc d'abord les élèves partent, le staff, après t'as le gars qui part à la porte, puis tu sais, quand tu fermes la porte d'ici, c'est carrément comme une sorte de comment on appelle ça, de prison, enfin tu vois, on n'entend plus. Et il y avait ma copine de chambrée avec qui tu te lis d'amitié avec les gens qui sont avec toi depuis 3 semaines, tu vois. Et elle me dit, et en plus, quand il est sorti, quand il a fermé ta porte, toi t'as pas entendu parce que la porte était fermée, mais il a dit, vous avez vu comme il est intelligent? Et en plus, non, il a dit, et en plus, vous avez vu comme il est intelligent? Et là, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai pas pris du tout ça comme un compliment, j'ai pris ça comme un truc où je me disais, et en plus, vous avez vu comme il est intelligent? Tu vois le sens que j'ai pris? Ah, ça m'a abattu. Quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, oh là là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave. Donc je suis allé foncer voir ce que c'était un hypomane ou une hypomanie. Et en fait, Christophe Colomb était hypomane, comment il s'appelle, Roosevelt était hypomane, il y a qui, je suis sûr que Napoléon était hypomane, donc il faut avoir au moins 3 des troubles, et moi pas dormir, enfin très peu dormir, surbaiser, être suractif, surcréatif, tu vois, c'est ça l'hypomanie. Mais c'est pas une maladie, tu vois. C'est pas, moi, pas l'hystérie. Non, moi je pensais que j'étais maniaco-dépressif, ou comme on dit maintenant, parce que ça fait plus bisounours, bipolaire. Et là le mec m'a dit, mais vous n'êtes pas du tout maniaco-dépressif, et vous n'êtes pas bipolaire non plus. Est-ce qu'il t'a dit que tu étais névrosé ou pas? Ah non, pas du tout. Il a dit, vous êtes un cas d'école, à la cantonade, devant tout le monde, voilà un cas d'école d'hypomane. C'est la première fois que j'entends parler d'hypomanie. Hypomane. Donc regarde mon chien, il y a marqué, je t'aime. Maison Blanche, là, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, hein. Je voulais quand même tuer ma femme, tuer mes enfants, me tuer, et puis là, tu vois, je l'ai écrit sans le E, c'est avec un E, donc je l'ai écrit comme Superman, Batman, Hippo, avec un Y, Hypomane. Ah, je crois que Hippo, H-I-P-O, ça veut pas dire cheval? Non, H-I-Y-P-O. Ça veut dire quoi, Y-P-O? Eh ben, c'est Hypomane, l'hypomanie. Ça vient du grec, ça, non? H-I, c'est un cheval, oui, ça vient d'Hippo. C'est un cheval, Hippo. C'est Hippo, c'est un cheval, mais là c'est un I. Enfin, il y a Hippocrate aussi, tu veux me dire. Mais c'est avec un I, Hippocrate. Oui. Et puis sur le côté, c'est une phrase de Saint-Éloi que j'aime beaucoup, qui est « Souvenez-vous, Seigneur, que ma vie n'est qu'un souffle de vent. » Qui est devenu Saint-Éloi, qui était, si tu veux, le patron des orfèvres. C'est un mec qui, Dagobert, le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l'envers, le bon Saint-Éloi lui a dit, mon bon roi, tu te rappelles de ça? Ouais, j'étais gosse. Eh ben, c'était un orfèvre, et en fait, Dagobert lui a passé de l'or, je te parle de ça, on est en 650, hein, c'est l'histoire de France, mais moi j'aime bien l'histoire de France. Et donc on est en 650 ou quelque chose comme ça, d'ailleurs il a fait la croix qui est dans la basilique de Saint-Denis, c'est Éloi qui l'a fait, puisqu'il n'était pas saint à l'époque. Et Éloi, tiens-toi bien, se retrouve chargé de faire un trône pour Dagobert ou pour Clotaire II. Peut-être pour Clotaire II déjà. Et là, il lui donne de l'or, des diamants, des rubis, des émeraudes. Et quand il vient le livrer, au lieu de lui amener un trône, il lui en amène 2. Et là, le gars lui dit, mais le roi lui dit, mais pourquoi tu m'as fait 2 trônes? Ben, il me dit, parce qu'avec la camelote que tu m'as donnée, je pouvais te faire 2 trônes. Et là, le gars lui a dit, attends, toi, t'es trop honnête.
tu vas faire autre chose que ça. Et il l'a fait rentrer dans les affaires de l'État. Et en fait, ce gars-là a libéré les esclaves, parce qu'il y avait des esclaves, a nourri les pauvres, et en plus est devenu le saint patron des orfèvres, parce que c'était son premier métier. Et il est devenu saint à sa mort. Saint-Éloi. Le bon roi d'Agobert a mis sa culotte à l'envers. Le bon Saint-Éloi lui a dit, mon bon roi, votre culotte est à l'envers. Est-ce que tu aspires à la sainteté, Il là? faudrait la remettre à l'endroit. T'aspires à la sainteté? La sainteté. Quelle question. Non. Non. J'aspire pas à ça. S'ils veulent me canoniser une fois mort, on verra ce que j'aurais fait pour le monde. Mais pour le moment, je fais juste le Lost Dog World in Progress. Et si tu veux, comme prétention, je pense que ça me suffira. Parce que pour un mec qui s'est pris très tardivement, enfin j'avais au moins passé 30 ans, je pensais vraiment que mon œuvre allait changer le monde. Et quand je vois comment le monde tourne, je me rends bien compte qu'il n'a pas changé grand-chose et que même le monde a empiré. Donc, tu vois, penser à la sainteté, mon pote. Mais en tout cas, d'avoir dans mon comportement quotidien une approche d'amour, de paix, de générosité, de partage avec l'autre, oui, mais bon, enfin, ça n'a rien à voir avec être saint, ça devrait être tout homme Ah, si, c'est ça, la constitué. Pardon? C'est ça, la sainteté, justement. Ah oui, tu trouves? Bon, bah, alors je suis Saint-Aurèle. Voilà, Priez Saint-Aurèle. pour nous. Alors je serai le patron des chiens perdus. Voilà. Il y en a beaucoup à Palerme. Pardon? Il y en a beaucoup de chiens perdus à J'adore Palerme. Palerme. Qu'est-ce Ouais. que j'aime Palerme? Et j'adore Pantelleria, tu connais? Oh là là, j'ai passé des vacances à Pantelleria. Waouh, regarde-moi ce soleil qu'on a en plein mois de décembre. Quelle merveille. Merci mon Dieu de m'offrir ça pendant que je revois mon pote Soukaz. Peut-être que je vais peut-être t'enculer ce soir, tiens. Parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas baisé. Sans capote, en plus. En plus, je peux te niquer sans capote et t'envoyer la purée. Je crois que tu vas adorer. Alors là, est-ce que tu me demandes si je suis sain? Non, c'est plus ça. Ça te répond à ton Ceci dit, bon, moi, je suis pas sain non plus. Allez, mais allez, baisse ton pantalon. ça me toute la ferait du caméra. bien, ouais, mais Ou bon. tu veux faire un petit film XX? Oui, oui, on pourrait faire un On fait film. double X cette année. Ouais. Hein? Bon. Là, ça va, ça. Attends, c'est Lego qui m'a rappelé. Ah non. Non. Bon, je m'occupe.